Merci, messieurs les modérateurs. Merci et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cet avant-dernier topo du congrès de l'ASFAR. Le sujet, ce sont les dermohypodermites et fasciites nécrosantes bactériennes. C'est un sujet pour lequel je n'ai pas de conflit d'intérêt. Tout d'abord, un point en termes d'introduction. Donc, ces infections dermohypodermites et fasciites nécrosantes bactériennes sont des infections de la peau, du tissu sous-cutané et du tissu et du fascia superficiel, avec plus ou moins une atteinte musculaire qui sont caractérisées en tout cas par la nécrose de ces structures. Et donc, il y a beaucoup de mots dans la définition et dans le sujet du topo. Et le mot-clé, c'est vraiment la nécrose de ces structures. Ces infections, en fait, elles sont hétérogènes. Elles sont plutôt rares. Là aussi, quelques données épidémiologiques. Vous voyez qu'en France, on est autour de 4 cas pour 100 000 habitants, à peu près. Il y a des pays où c'est moins, où c'est autour de 1 à 2 pour 100 000 habitants. Et puis, il y a des pays comme la Thaïlande qui, sur la même période d'études que pour la France, ont des incidences beaucoup plus élevées, autour de 15 pour 100 000 habitants. Juste comme on est entre nous, qui a déjà pris en charge des patients pour dermohypodermite ou fasciite nécrosante, à main levée? Bon, quasiment tout le monde. Donc ces chiffres d'incidence, c'est qu'ils sont intéressants quand on étudie la littérature. Mais en fait, en tant qu'anesthésiste réanimateur, on est assez souvent impliqué dans la prise en charge de ces patients et le nombre de mains levées en témoigne. Donc ces infections, elles sont hétérogènes, elles sont rares, mais elles nous concernent parce qu'elles menacent à court terme le pronostic vital des patients et à long terme le pronostic fonctionnel et la qualité de vie des patients. Un exemple, cette étude parue l'année dernière, une étude sur 13 centres d'Île-de-France, qui est une étude de cohorte rétrospective, 170 patients admis en réanimation entre 2015 et 2019 pour des infections nécrosantes de la peau et des tissus mous confirmées chirurgicalement. Les résultats principaux, vous voyez un taux de mortalité élevé en réanimation, 22%, et un taux élevé aussi de mortalité à l'hôpital, 29%. Des durées médianes de séjour en réanimation de 8 jours, et vous voyez qu'à l'hôpital, les patients ils restent en médiane 40 jours environ. Et ce sont des patients qui sont admis en réanimation et qui ont besoin de tout ce qu'on peut offrir comme réanimation d'organes aux patients. Il y en a 3/4 qui sont sous vasopresseur, la moitié qui sont sous ventilation mécanique, 30% qui ont besoin d'épuration extra-rénale. Et je vous parlais de pronostic fonctionnel. Il y en a 16% qui vont avoir besoin d'une amputation et 30% qui vont avoir besoin d'une greffe de peau. Donc il y a l'aigu, très important, dans lequel on est très impliqué, et puis le chronique aussi, et le pronostic fonctionnel qui est très important. Un taux de réhospitalisation à 6 mois, c'est-à-dire que même les patients qui survivent, qui sortent de réanimation, il y en a un nombre important qui vont être réadmis à l'hôpital, 62%, et 10% en réanimation. Donc les défis pour nous, en anesthésie-réanimation, c'est de reconnaître tôt ces infections alors même que leur diagnostic est difficile. Et on est impliqué dans tous les éléments de la chaîne de prise en charge de ces patients, qui est une chaîne multidisciplinaire, c'est-à-dire que nous, on les prend en charge au bloc opératoire pour la première chirurgie, celle qui fait le diagnostic, mais qui permet aussi le premier acte du traitement, le débridement, et plus tard pour les autres chirurgies de complément de débridement et de reconstruction. On est impliqué bien sûr dans l'initiation et l'administration de l'antibiothérapie probabiliste et bien sûr dans les suppléances de défaillance d'organes. Donc comme je vous ai dit, ces définitions, elles sont hétérogènes, on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle en dehors de la gravité. Et le diagnostic est souvent difficile et ce qui rend complexe un peu ces infections, c'est qu'il y a plusieurs définitions, plusieurs classifications. La première, elle est ici, c'est une classification anatomique en fonction de la zone anatomique qui est atteinte. Vous voyez ici l'épiderme, le derme, le tissu sous-cutané, les fascias, le muscle. Ce qui sépare en deux catégories ces infections, c'est l'atteinte ou non du fascia superficialis. Quand on a une atteinte au-dessus et qu'on a une nécrose, donc c'est une cellulite nécrosante, lorsqu'on a une atteinte du fascia et en dessous associée à une nécrose, c'est ça qu'on appelle une fasciite nécrosante. La deuxième classification, elle est anatomique mais plus simple parce que moi, quand j'ai un patient devant moi et que je suspecte avoir une infection nécrotique de la peau et du tissu mou, je n'ai pas exactement la profondeur de l'atteinte. En revanche, son anatomie, la zone qui est atteinte, je peux la voir facilement. Et donc, on distingue les infections nécrosantes au niveau cervico-facial, au niveau des membres sup ou membres inférieurs, et bien sûr, l'atteinte au niveau du périnée, plus communément appelée gangrène de Fournier.
Le plus souvent, ces infections, elles atteignent les membres, et plus souvent les membres inférieurs, donc c'est 70% des cas. La gangrène de Fournier, c'est 15% des cas, et après, c'est beaucoup plus rare, l'atteinte cervicale ou thoraco-abdominale est beaucoup plus rare. Bien sûr, il y a des portes d'entrée différentes en fonction du site anatomique qui est touché, et des facteurs de risque qui sont différents, même si on retrouve assez fréquemment le diabète, la notion d'un traumatisme, et des patients avec des troubles vasculaires. La troisième classification, c'est une classification en fonction du micro-organisme. Et là encore, à la phase initiale du patient, de la prise en charge du patient, je ne sais pas encore exactement quel micro-organisme est responsable. Mais on distingue les infections dermohypodermite et fasciite nécrosante de type 1 quand elles sont polymicrobiennes, et le plus souvent, ce sont des micro-organismes aéro et anaérobies. On a le type 2 qui sont les infections monomicrobiennes, le plus souvent avec des streptocoques du groupe A, ou du staphylocoque doré, et des infections plus rares avec l'implication de micro-organismes de type Vibrio ou Aeromonas. Ça, c'est quand on a une contamination par de l'eau souillée dans laquelle il y a la présence de ces micro-organismes, et ça peut entraîner ces infections-là, et beaucoup plus rarement des infections de type fongique. La dernière classification, qui, à mon sens, est la plus importante, c'est une classification pragmatique qui est en fonction de la présence ou non de nécrose. Donc on a des infections qui sont non nécrosantes, qui ne font pas partie du champ de cette présentation, les résipelles, la cellulite superficielle non nécrosante. La prise en charge de ces infections ne nécessite pas de chirurgie. Nous, les infections auxquelles on s'intéresse sont des infections nécrosantes qui nécessitent une chirurgie urgente. Et lorsqu'on a un doute entre infection nécrosante ou pas nécrosante, on privilégie l'infection la plus grave, d'autant plus que le patient est en état de choc. Et donc on privilégie l'hypothèse diagnostique d'une infection des tissus mous nécrosantes. Donc la physiopathologie, il y en a deux types. La première, la plus simple intuitivement, c'est lorsqu'on a une porte d'entrée cutanée avec une brèche de la barrière cutanée, et on va avoir des micro-organismes ou des spores qui vont diffuser dans les tissus sous-cutanés, et progressivement on va avoir une inflammation des microtrombies au niveau des vaisseaux qui vont faire que cette zone-là va être hypoperfusée, la sécrétion de toxines bactériennes au niveau local, et ce qui fait qu'on a une zone qui va commencer à rentrer en nécrose. Et le point clé, c'est qu'ici, lorsqu'on a des vaisseaux qui sont thrombosés, les antibiotiques qu'on va passer de manière systémique ne vont pas arriver à la zone d'intérêt, et donc c'est tout l'intérêt et l'indication au traitement chirurgical. Dans un certain nombre de cas, l'infection, il n'y a pas de brèche cutanée, il n'y a pas de porte d'entrée cutanée, et l'infection, elle commence directement au niveau de la partie profonde de la peau, soit par une contusion, et à ce moment-là, on va avoir une activation, là aussi, de l'inflammation, une sécrétion d'exotoxines par des micro-organismes dont, justement, les conditions de pousse vont être présentes. Là encore, de la même façon, on va avoir des microtrombies qui vont limiter la diffusion des antibiotiques, et donc on va avoir les éléments cutanés du diagnostic, des bulles, de la nécrose, qui vont apparaître beaucoup plus tardivement que dans la première explication physiopathologique que je vous ai donnée. Donc comment on fait le diagnostic? C'est pas très simple. Bien sûr, on pense tout de suite aux signes cardinaux, l'érythème, l'œdème, mais ils sont non spécifiques des infections nécrosantes. Et ils peuvent être, comme je viens de vous le montrer, initialement absents lorsque la nécrose, elle commence profondément. Il y a certains caractères quand même qui font que la clinique est majeure et utile. C'est le fait d'avoir une douleur qui augmente, le fait d'avoir une douleur qui est disproportionnée par rapport à l'atteinte cutanée, par rapport à l'érythème qu'on voit, le fait d'avoir des crépitations, le fait d'avoir une hypo ou une anesthésie cutanée. Et donc, une infection qui progresse rapidement aussi est en faveur du caractère nécrosant de cette infection. Et bien sûr, les signes systémiques, a fortiori d'état de choc et d'hypotension artérielle, doivent faire évoquer le côté nécrosant de cette infection. Alors, c'est important parce que le diagnostic, il est absent ou erroné à la première présentation clinique dans 50 à 70% des cas. On passe à côté du diagnostic à la première évaluation. Et notamment parce que ces signes que je vous ai donnés, en fait, ils arrivent plus ou moins tardivement dans l'évolution de la maladie. L'hypoesthésie, la nécrose franche, l'apparition de pus, ça apparaît beaucoup plus tardivement. D'accord ? Le côté pourpre de la peau, les crépitations arrivent plus précocement, mais tardivement par rapport aux tout premiers signes. Donc quelques images pour vous récompenser d'avoir
attendu et d'être présent. Vous voyez ici les différentes portes d'entrée et différentes localisations de ces infections nécrosantes bactériennes, avec des bulles, avec un côté violacé, là une nécrose déjà très avancée. Et donc vous avez le avant et le après traitement. Vous voyez que le traitement en termes de pronostic fonctionnel est un enjeu majeur. Ici une gangrène de Fournier avec une porte d'entrée sur une escarre sacrée. Donc comment on confirme le diagnostic puisqu'on a dit que cliniquement il était difficile? Le gold standard, c'est l'exploration chirurgicale. Elle fait le diagnostic, elle fait le pronostic. Donc qu'est-ce qu'elle montre? Une nécrose des tissus et des fascias, une absence de viabilité, c'est-à-dire que ce sont des tissus qui ne saignent pas, une dissection qui est facile au doigt pour le chirurgien, pas de réponse musculaire à la stimulation électrique et un écoulement sale, mais ça c'est pas absolument nécessaire. Il y a parfois du pu, mais pas toujours. Ça permet la documentation microbiologique et d'importance bien sûr pour adapter l'antibiothérapie. Et c'est le premier temps du traitement indispensable qui doit être réalisé sans délai. Sans délai, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a cette méta-analyse de 33 études rassemblant 2000 patients, publiée en 2020, qui montrait que le fait d'opérer les patients dans les 6 heures suivant leur admission était associé à une diminution de 60% du taux de mortalité. Pareil, quand on les opère dans les 12 heures, une diminution de la mortalité équivalente, autour de 60%. Est-ce que l'imagerie apporte quelque chose? L'imagerie, elle n'est pas indispensable. Vraiment, ce que je vous ai mis en premier en rouge, c'est la partie la plus importante pour confirmer le diagnostic. L'imagerie, elle n'est pas indispensable. On peut faire des radios standards au niveau des membres pour voir s'il y a de l'air. S'il y a de l'air, ça signe l'infection. S'il n'y a pas d'air, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infection. Et comme pour la clinique, ce qui est important, c'est de réévaluer sa prise de position initiale. Si au départ, on n'est pas convaincu, il faut absolument réévaluer pour essayer de voir si le doute diagnostique se lève avec le temps. Le scanner peut montrer de l'air dans les parties molles, un épaississement des fascias, une hétérogénéité de la graisse sous-cutanée. L'intérêt, il n'est pas sur les localisations au niveau des membres, il est surtout au niveau de la localisation périnéale ou cervico-faciale parce que ça permet d'avoir un bilan d'extension et de rechercher la porte d'entrée. Donc là, il y a un intérêt à faire une imagerie, pas tant pour la confirmation diagnostique que pour ces éléments-là. Et donc, dans le cas de la gangrène de Fournier que je vous avais montré tout à l'heure d'un point de vue clinique, vous voyez ici l'image scanographique qui correspond avec beaucoup d'air ici et une communication entre l'arrière et l'avant du plan périnéal. L'IRM, là aussi, on en a parlé pour la myocardique. L'IRM, en théorie, c'est le plus sensible pour les tissus mous, mais en pratique, c'est difficilement accessible. Là encore, chez un patient en état de choc, c'est clairement pas facilement accessible. Il y a de plus en plus de publications sur l'échographie qui pourrait montrer du liquide dans les fascias, de l'emphysème, mais là encore, la sensibilité et surtout la spécificité sont encore vraiment insuffisantes pour le recommander en pratique, même s'il y a de plus en plus de publications, notamment aux urgences, pour ça. Donc en tout cas, l'imagerie, si on décide de la faire, avec toutes les limites que je viens de vous dire, ça ne doit pas retarder la chirurgie. Le bilan biologique, là aussi, il n'y a rien qui est spécifique, rien qui est indispensable. On va bien sûr réaliser des hémocultures rapidement. Elles sont positives dans ce type d'infection dans 10 à 35% des cas. Bien sûr, plus le patient est sévère, plus la positivité des hémocultures est constatée. Mais voilà, c'est surtout avant d'initier l'antibiothérapie. On va évaluer le retentissement et les défaillances d'organes, ça je vous apprends rien, vous connaissez ça. On va rechercher éventuellement une myonécrose en dosant des paramètres de rhabdomyolyse. Il y a des scores qui ont essayé d'être établis parce que chacun des paramètres étant mauvais, on essaye de les mettre ensemble pour essayer de voir si on augmente la performance diagnostique, mais elles sont très variables. On a une littérature et en pratique, c'est pas recommandé de les utiliser. On peut les doser dans le cadre du bilan de la défaillance d'organes. Parfois, donc, quand l'état du patient n'est pas très grave et qu'on a un doute diagnostique, parce que quand le patient est grave, le doute doit pousser à la chirurgie. Mais dans un certain nombre de cas, on peut essayer de documenter, notamment pour motiver le chirurgien à faire le passage, l'exploration chirurgicale. On peut éventuellement faire une ponction de liquide sous-cutané ou de vésicule et l'envoyer en analyse microbiologique. Je passe à la prise en charge. Comme je vous ai dit, le traitement chirurgical, c'est vraiment la pierre angulaire et la première étape en termes d'importance, pas forcément en termes de timing, mais en termes d'importance. Elle doit survenir le plus rapidement possible dans les 12 heures. Le pronostic, il semble meilleur dans des centres à haut volume, mais haut volume dans la littérature, vous voyez, c'est au moins 3 par an. Au moins 3 patients infectés avec des infections nécrotiques des tissus mous par an. Parfois, le seuil est à 8, donc
voilà, il faut aller à la chirurgie, pas forcément transférer le patient si la chirurgie est urgente parce qu'on a un patient en état de choc. Il y a un second look qui sera fait systématiquement à 12 à 24 heures parce que, comme vous avez vu, la chirurgie, elle est quand même très délabrante. Et sur la première chirurgie, on va documenter, on va confirmer le diagnostic, on va faire les premiers éléments de traitement. Mais lorsqu'on a des structures un peu douteuses, le chirurgien il aura vocation à essayer de laisser des structures un peu douteuses, tout ce qui est franchement nécrotique, il va retirer. Et donc c'est important de réévaluer pour voir si effectivement ce qu'il pensait pouvoir être viable est bien viable à 12-24 heures. Les chirurgies, elles sont itératives jusqu'à disparition de la nécrose. Donc ça, on le sait, en anesthésie, en réanimation. Ces patients-là, on les a au bloc opératoire plusieurs fois. À la phase initiale pour faire du débridement et à la phase un peu plus tardive pour reconstruire. C'est bien sûr un management qui est multidisciplinaire. L'antibiothérapie, c'est la deuxième pierre angulaire aussi urgente des suspicions cliniques d'infection nécrotique des tissus mous, immédiatement après les hémocultures et éventuellement une ponction si on a un chirurgien qui a besoin d'éléments en plus pour être convaincu. Une antibiothérapie à large spectre, bien sûr, donc il y a des éléments. Donc ce qu'il faut qu'on couvre, c'est à peu près tout ça, puisqu'il y a une classification qui est très pratique a posteriori selon le type de bactérie. Mais au départ, à la prise en charge initiale, on n'a pas d'identification bactérienne. Donc il faut qu'on couvre les bacillogrammes négatifs, des coccigrammes plus, et dont le strepto du groupe A des German aérobies. Et donc, ce qui est recommandé, c'est une bêta-lactamine de large spectre, type piperacilline, tazobactam, aminoside en plus si le patient est en état de choc. Et on va considérer la clindamycine en cas de forte suspicion ou d'infection confirmée à strepto A. Donc c'est une localisation au niveau des membres ou au niveau de la tête et du cou. Chez un patient qui n'a pas beaucoup de comorbidité, chez un patient qui a un traumatisme fermé ou un antécédent et qui n'a pas de lésion chronique cutanée, chez un patient qui est toxicomane, l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou lorsqu'on a une infection qui est plutôt dans le contexte communautaire. On va se poser la question de couvrir des bacillogrammes négatifs plus résistants, notamment des BLSE, éventuellement avec des carbapénèmes, seulement quand on a des facteurs de risque du portage de ces bactéries multirésistantes. Et on va aussi considérer la possibilité d'ajouter un traitement anti-SARM, vancomycine, linézoline ou daptomycine, suivant l'épidémiologie locale qu'on a, suivant le terrain du patient et bien sûr suivant la notion d'une colonisation ou d'une infection précédente à SARM chez ce patient. Donc elle sera secondairement bien sûr adaptée aux résultats microbiologiques et c'est pour ça que c'est important d'avoir une documentation microbiologique par le chirurgien. Et ensuite, il y a possibilité d'adapter en fonction de l'identification. On gardera la clindamycine à visée antitoxinique pour un certain nombre d'infections, notamment à coccigrammes plus, strepto du groupe A et à staphylocoque doré. C'est indiqué de la mettre en probabiliste pour ses activités antitoxiniques et dans le traitement définitif aussi. La durée de l'antibiothérapie, il n'y a pas de données claires dans la littérature. On estime 48 à 72 heures après la dernière chirurgie. Globalement, c'est à peu près 10 jours. Mais il n'y a pas de preuves formelles dans la littérature. La réanimation des défaillances d'organes, ça on connaît. Peut-être un point particulier sur la nutrition, justement, pour la capacité à récupérer plus tard chez ces patients. Il y a un certain nombre de questions autour des thérapies adjuvantes. Est-ce qu'il faut donner, par exemple, des immunoglobulines polyvalentes ? Ça a été basé sur un rationnel de neutralisation, là aussi, des toxines extracellulaires, un peu comme pour la clindamycine. Dans des modèles expérimentaux, l'élimination était plus rapide de strepto du groupe A, avec une moindre sévérité de l'infection. En clinique, il y a un seul essai randomisé chez 100 patients qui n'a pas montré d'amélioration du devenir des patients qui recevaient des immunoglobulines polyvalentes, mais il y avait seulement 18% d'infections à strepto du groupe A. Il y a une méta-analyse récente chez 165 patients, mais si vous la lisez, j'attire votre attention sur le fait que ce sont des patients avec un toxic shock syndrome à strepto du groupe A, et ce n'est pas la même entité, même si parfois elle se recouvre d'infections nécrosantes des tissus mous, qui semble montrer un bénéfice en termes de survie. Mais vous voyez, c'est essentiellement des études non randomisées. Il y a une seule étude randomisée qui a eu toutes les peines du monde à inclure 18 patients qui a été arrêtés justement par défaut d'inclusion. Donc pour l'instant, les immunoglobulines polyvalentes, c'est à discuter seulement si une infection à strepto du groupe A. L'oxygénothérapie hyperbare, là aussi, ça a été discuté. Il n'y a pas de preuve de l'efficacité dans la littérature et ça ne doit pas retarder les autres traitements. L'immunomodulation, c'est quelque chose qui a été essayé dans des études de phase 2 précédant cette étude de phase 3
publié en 2020. C'est l'utilisation du réticimode, ou une molécule, son autre nom c'est AB103. C'est un peptide qui bloque l'activation des lymphocytes T par les bactéries, que ce soit par les bactéries à coccigramme plus ou les bacillogrammes négatifs. C'est un essai randomisé contrôlé contre placebo, en double aveugle, avec des résultats qui sont globalement négatifs. C'était autour d'une centaine de patients. Et pas d'amélioration du devenir des patients avec cette molécule censée moduler la réponse inflammatoire à ce type d'infection. Le soin des plaies, c'est quelque chose de majeur. Une fois qu'on a passé la phase aiguë, notamment le pansement de type VAC, qui est quelque chose de très utilisé. Ça nécessite une équipe paramédicale entraînée. La prise en charge de l'analgésie, nous en anesthésie, on a bien sûr toute notre place et toute notre compétence à apporter à ces patients. La kiné, la rééducation, le soutien psychologique sont aussi des choses importantes dans la suite de la prise en charge, parce que, comme je vous l'ai dit, un nombre important de ces patients sont réadmis après. En conclusion, les dermohypodermites et fasciites nécrosantes bactériennes sont des infections hétérogènes, comme je vous l'ai montré. Elles menacent le pronostic vital et fonctionnel des patients. Une meilleure connaissance de la physiopathologie des relations hôtes pathogènes pourrait permettre de développer de nouvelles pistes thérapeutiques. On en avait une, mais je vous ai montré le résultat en termes d'immunomodulation est plutôt décevant. En attendant, il faut donc qu'on optimise les interventions simples. C'est une urgence chirurgicale. L'incision fait le diagnostic et elle fait le pronostic. C'est une urgence médicale. L'antibiothérapie probabiliste, elle doit être débutée sans délai et dès les prélèvements en attendant le bloc opératoire. Et nous, en tant qu'anesthésistes réanimateurs, on a un rôle primordial dans tout le parcours de soins du patient. Je vous remercie de votre attention.